Lundi 22 août, Yarana, bienvenue dans votre journal d'information. Voici le sommaire de cette édition. La sécurité routière expliquée aux élèves du secondaire, l'occasion pour les jeunes usagers de la route de prendre conscience que de petites infractions peuvent causer de graves accidents. Après les écoliers, place aux étudiants pour qui l'heure de la rentrée a sonné. Ce matin, les étudiants en première année du département droit, économie et gestion ont ouvert la marche et fait connaissance avec les amphithéâtres du campus d'Autumauro. On en parle avec notre invité, le président de l'établissement Patrick Capolsini, est notre invité ce soir. La Fédération hospitalière de France veut renforcer sa coopération avec la Polynésie. En visite sur le territoire, son président insiste, le service public reste l'épine dorsale de notre système de santé. Et enfin, la mer n'est pas sans danger, même dans les eaux turquoises. Chaque année, on déplore des accidents dus à l'imprudence qui auraient pu être évités. Auréa informe des pêcheurs volontaires pour qui un petit rappel des consignes de sécurité est toujours le bienvenu pour plonger en toute sérénité. Faire des élèves de futurs conducteurs avertis pour exaucer un vœu, réduire le nombre d'accidents sur les routes. Une dizaine se produisent chaque mois selon les chiffres de 2021 et 2022 affichent un bilan déjà très critique. 19, c'est le nombre d'accidents mortels depuis le début de l'année. Face à ce triste constat, l'éducation est donc primordiale. Alors, dans les établissements secondaires, la prévention routière est un cours à part entière. Nicolas Suir, Théophane Teritois et Hubert Liao. Voici ce qui défile sous vos pieds lorsque vous roulez à 30 km/h. En cas de chute, avec un équipement complet, vous pouvez glisser plusieurs secondes en restant protégé. Regardons maintenant ce qu'il se passe sans équipement adapté. Des images chocs pour capter l'attention des collégiens. Ces futurs automobilistes seront peut-être très bientôt aux commandes d'un 2 roues sans permis. Les sensibiliser aux dangers de la route est une évidence pour les responsables de la sécurité routière. C'est pas important, c'est primordial, c'est crucial, c'est plus que nécessaire parce qu'il faut les sensibiliser au bon moment au problème de l'insécurité routière. C'est le but de ces formations. Parmi les élèves, certains viennent à l'école en vélo, mais n'ont pas assimilé toutes les règles du code de la route. Je reste sur le trottoir, où je passe la route si j'ai pas de casque. Les cyclistes ne doivent pas rouler sur les trottoirs, et ce, pour leur propre sécurité. Au cours de la matinée, les collégiens ont appris les notions essentielles du code de la route, le nombre de morts, les causes des accidents et comment s'en protéger au travers d'exposés et de jeux. Alors, donc en fait, en augmentant de la distance, on aura beaucoup plus de temps pour réagir. Une heure de formation par classe pour transmettre des connaissances utiles. Et il faut pas aller trop vite, puisque sinon on n'a pas le temps de freiner si une voiture devant nous s'arrête ou un obstacle. Et aussi, il ne faut pas consommer de l'alcool, puisque ça diminue la vitesse de réflexion. On voit beaucoup de personnes rouler sans casque, en vélo ou même en scooter, ou rouler à contresens. Et je trouve que ça fait vraiment de la prévention et c'est utile. Tous les collèges et lycées de l'archipel de la Société recevront la visite de l'association. Cette dernière y engage 50% de son budget et réfléchit aux moyens de se déplacer dans les îles les plus éloignées afin de sensibiliser le plus grand nombre. L'an dernier, 7000 élèves ont déjà cerné les graves conséquences que peuvent avoir certains comportements. C'était aujourd'hui la rentrée pour les étudiants inscrits en première année à l'Université de la Polynésie. Ils sont accueillis sur 2 journées par une quarantaine d'ambassadeurs chargés de les guider pour leur premier pas dans le campus. Un accompagnement qui permet d'aborder leur formation sous un autre angle. Caroline Fari, Patita Savia. Un peu de silence pour la présentation générale. Ce matin, les primo-entrants en droit éco-gestion découvrent leur nouvel environnement. De leur côté, les ambassadeurs sont prêts à les aider dans leur intégration. On va faire des visites guidées pour justement leur expliquer quels sont les services nécessaires pour leur vie étudiante. Et nous allons donc les orienter à travers tout le campus, tous les amphithéâtres en fait,
et donc les aider donc, à s'intégrer en fait dans la vie universitaire. La réunion d'accueil est terminée. Chacun rejoint à présent son amphithéâtre. Ici, on s'oriente vers le droit général. Après le lycée, la fac, c'est une autre histoire. C'est impressionnant quand même. C'est quelque chose dont on parle depuis que t'es petit, mais diète, c'est quelque chose quand même. C'est totalement différent que le lycée. Ouais. C'est impressionnant, c'est une nouvelle vie qui arrive. Voilà. Vous avez été un peu briefé, un peu dirigé? Oui, on a été dirigé par l'équipe universitaire, donc ça va, on est assez bien accueillis, voilà, tout se passe bien. Ah, c'est grand, ça change un peu, mais ça va, on connaît beaucoup de personnes, du coup c'est cool. Certains étudiants arrivent des îles, un cap à franchir quand la famille est loin. Ça fait un peu bizarre, déjà que je viens des îles. Donc pour moi c'est tout nouveau aussi et c'est quelque chose qui est totalement différent de ce qu'on a l'habitude de faire parce que c'est des salles complètement très grandes et avec autant d'élèves c'est tout nouveau. Je suis plutôt excitée d'être ici, mais après ce qui me manque surtout c'est ma famille. Bon, c'est difficile mais c'est pour un meilleur avenir, un mal pour un bien on va dire. Pas d'inquiétude pour ces nouveaux arrivants, le Covid est loin. Cette année les ambassadeurs veillent, ils sont eux aussi passés par là. L'année dernière, j'étais en L1, comme eux tous. J'étais très perdue dans l'université. Je ne savais pas où il fallait aller, où m'orienter. Et il n'y avait pas ces ambassadeurs à l'époque parce qu'il y avait le Covid. L'année dernière, on était parti sur un format distanciel. Donc tout était disponible en direct sur la page Facebook de l'UPF pour que les étudiants ne soient pas obligés de se rendre sur le campus et qu'on puisse maintenir la distanciation sociale nécessaire. Les prochains étudiants récupèrent leur carte. Demain, place aux licences en sciences, techniques et santé. Et la rentrée universitaire, on en parle avec notre invité, Patrick Capolsini-Yarana. Merci d'être sur la première ce soir. On vient de le voir, une rentrée universitaire sans restrictions sanitaires. Est-ce que ça fait du bien à la direction de l'établissement, mais aussi pour l'équipe pédagogique? Oh oui, ça fait du bien à tout le monde, ça c'est clair. L'année dernière, ça a été la consternation quand on a été obligé de prendre la décision de démarrer en distanciel. Parce que franchement, que ces jeunes arrivent sur le campus, découvrent leurs nouveaux camarades, découvrent les enseignants, autrement que derrière un écran. C'est vraiment une grande satisfaction. On était tous très heureux aujourd'hui de retrouver une université pleine. On l'a vu dans le reportage aussi, la transition entre le lycée et l'université n'est pas toujours évidente. Aujourd'hui, il y avait les ambassadeurs, mais tout au long de l'année, est-ce que les nouveaux étudiants doivent s'adapter seuls ? Oui, bien sûr, on leur demande beaucoup plus d'autonomie qu'au lycée. Les profs ne sont pas tout le temps derrière eux, ils sont à disposition, bien sûr. Et on a ici des conditions de travail qui sont assez exceptionnelles, avec des tout petits groupes de travail, avec des profs qui sont très disponibles, des services administratifs qui sont très proches également. Mais il faut qu'ils acquièrent vraiment une autonomie qui est très différente de celle du lycée. Ils ont beaucoup de liberté par rapport à ce qu'ils ont connu jusque-là. Il faut qu'ils en usent avec à bon escient et qu'ils arrivent à ménager des temps de travail, des temps de réflexion, qu'ils aillent au cours, etc. Donc il y a un gros travail sur eux de maturité. Alors, 1200 nouveaux étudiants cette année. Est-ce que pour la majorité de ces étudiants aussi, l'université est toujours le choix par défaut ? Ah non, il y a des étudiants qui font le choix de l'université un petit peu par défaut parce qu'ils n'ont pas été pris dans d'autres formations, mais il y a beaucoup d'étudiants aussi dont c'est le parcours qui souhaitent se former dans certaines filières, vers certains métiers. Donc on répond à des vrais besoins. On a de plus en plus de filières qui sont professionnalisantes. Depuis plusieurs années, on travaille beaucoup sur la professionnalisation de nos filières. Donc avec des destinées, véritablement des débouchés qui sont très clairs dès le départ. Donc ça aide beaucoup les étudiants à faire leur choix et donc à ce que l'université ne soit plus vraiment un choix par défaut, mais un choix concerté, réfléchi et en pleine maturité. Mais selon le taux de réussite au niveau en licence, par exemple, selon les chiffres dévoilés au début de cette année, beaucoup d'étudiants décrochent en cours d'année. Alors aujourd'hui, comment est-ce que vous comptez un petit peu résoudre ce problème ?
Alors c'est une question qui est récurrente, qui est ancienne. Aujourd'hui, la professionnalisation, je pense, c'est vraiment une réponse, une manière de répondre, parce qu'on a de plus en plus de stages en entreprise. Ces jeunes voient vraiment vers quoi on va les conduire, qu'est-ce que ça donnera dans leur vie professionnelle. Donc ils voient vraiment un objectif. Ils ont vraiment un objectif. Et ceux qui décrochent le plus souvent sont ceux qui n'ont pas d'objectif. C'est vraiment très clair. S'ils sont là en se disant je sais pas quoi faire après mon bac, on verra bien, je vais aller à l'université. Ceux-là vont décrocher rapidement, en particulier grâce à la liberté qu'ils ont acquise et qui leur permettent de faire un petit peu plus de choses qu'ils veulent. Donc vraiment, cette histoire d'avoir un but, c'est vraiment très très important. Mais est-ce que vous songez aussi à réadapter la carte de formation, ou en tout cas à la mettre à jour? La dernière fois qu'elle a été mise à jour, c'était il y a 5 ans. Oui, tout à fait. Donc nous, on est sur des cycles, les universités sont sur des cycles universitaires, mais donc on la remettra à jour en 2024, de manière assez profonde. Néanmoins, tous les ans, on a des nouveautés, des choses qui changent, des choses qui évoluent. On a mis en place des DUT, qui sont devenus des BUT, des bachelors universitaires de technologie. On a mis en place des licences professionnelles autour du tourisme, autour des énergies renouvelables. Du design aussi. Du design, alors c'est la nouveauté de cette année, absolument. Le design et l'art et le design, en collaboration avec le lycée Rapoto et le Centre des métiers d'art. C'est une des nouveautés de cette année. Et puis, une autre nouveauté également très professionnalisante, c'est qu'on met en place ce qu'on appelle un parcours professionnel pour accéder au professorat des écoles, en collaboration très étroite avec le gouvernement de la Polynésie, le ministère de l'Éducation, avec un parcours qui va se faire pendant 3 ans, en partie à l'université, en partie dans un lycée, le lycée Paul Gauguin, et qui va nous permettre d'avoir des étudiants très très bien préparés pour passer un professorat des écoles et donc devenir professeur des écoles. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Patrick Capolsini, d'avoir été notre invité ce soir. La rentrée universitaire, donc, c'était aujourd'hui et demain. Un mot de politique. Soutenir le Tapura Huir Atira aux prochaines territoriales n'est pas une évidence pour le maire de Punaouia et sa majorité communale. Selon nos confrères de Tahiti Info, Simplicio Lisson a rassemblé ses troupes pour évoquer les prochaines échéances électorales. Fort de ses 6400 voix, Tehuturau no Punaouia veut étudier toutes les options et les résultats des élections législatives méritent réflexion. Simplicio Lisson répond à Teupo Fatupua Ave. La majorité, en tout cas, des élus qui gèrent cette commune se posent beaucoup de questions et nous sommes en pleine réflexion sur la suite à donner, effectivement, dans le cadre de ces élections territoriales. Aucune décision à l'heure d'aujourd'hui n'a été prise. On est dans la réflexion, on est en train de peser le pour et le contre pour voir si on va s'y engager, si oui, dans quelle manière, ou alors on ne va pas du tout s'engager. Le conseil municipal de Punaouia qui s'est aussi positionné sur le projet de logement résidentiel du groupe City dans la commune. Il est défavorable, mais il se dit prêt à rediscuter avec les promoteurs immobiliers. Il s'est invité de nombreuses fois dans le débat public depuis le début de la crise Covid. Le porte-parole des hôpitaux de France, Frédéric Valtou, est en Polynésie pour une semaine. Il a déclaré ce matin à l'hôpital qu'il y avait une pénurie générale de médecins et d'infirmiers dans les établissements de santé publique. Le Pacifique n'échappe pas à la règle. L'hôpital du Taouni a besoin d'un réseau solide. Natacha Silagi, Mirko Vanfou. Comme pour oublier la noirceur du Covid, l'hôpital se met à danser. Un accueil aux couleurs du Heiva pour les porte-paroles des hôpitaux français et une occasion pour le personnel de se retrouver. On est dans l'hôpital, mais on ne se connaît pas tous. Et grâce à l'organisation de ces manifestations, on peut se voir. Dans les couloirs de l'hôpital, l'odeur du tiare de bienvenue se mélange à celle de l'inquiétude. La Fédération hospitalière de France, qui représente 1800 hôpitaux, confirme. Il manque des médecins et des infirmières partout. Et la situation s'est aggravée depuis le Covid. Le porte-parole des hôpitaux de l'Hexagone affirmait en pleine crise « J'appelle à l'union sacrée. Le privé doit aider le public. » Ou encore au mois de mai dernier, après 5 vagues Covid, le service public reste l'épine dorsale de notre système de santé. Christelle est la responsable du pôle des affaires médicales et c'est elle qui est particulièrement
confrontés à la problématique de la pénurie des ressources, de la pénurie du recrutement. Bien sûr. Et, de l'intérim. Il n'y a pas d'intérim, de façon très exceptionnelle. Très exceptionnelle. Cette pénurie de recrutement, c'est quelque chose que vous pouvez relayer, vous, au niveau national? Oui, d'autant plus que c'est une situation que connaissent tous les hôpitaux français, quelle que soit leur taille, quel que soit leur emplacement géographique, ultramarins compris. Donc oui, ça c'est vraiment un trait commun à l'ensemble du système hospitalier. L'hôpital public a perdu de son attractivité et la pénurie touche aussi le bassin pacifique. Et puis ce sont les conditions de travail aussi. Ouais. Tu as bien raison de le pointer, que les jeunes ne veulent plus être confrontés à ces conditions, être de garde une semaine sur deux, c'est fini. Voilà. Donc il n'y a pas que les conditions financières. La Calédonie qui a déjà commencé à recruter des étrangers pour pallier le manque de personnel. Que va décider la Polynésie? Le soutien de la Fédération hospitalière de l'Hexagone va compter. Dès lors où notre établissement, par exemple, intègre un partenariat très poussé avec la Fédération hospitalière de France, ça ouvre des portes, des partages d'expériences, des accompagnements possibles. Choisir les bonnes orientations pour les mois qui viennent, oui, mais dans une ambiance calme et sereine. Et sachez que la Fédération des hôpitaux de France existe depuis 100 ans. Nous prenons la direction des Marquises à Nukuhiva, plus précisément, où une trentaine de rameurs s'est affrontée sur le plan d'eau à l'occasion de la 4e étape en V1 du championnat. Au programme, 2 parcours, 26 km pour les seniors et 21 km pour les vétérans. Ces parcours ont été modifiés en raison de la houle, mais pas de quoi freiner Torea Maitihe, le rameur de l'AS Heimatai, qui a franchi la ligne d'arrivée en premier après 2h20 de course. Il est suivi de Patrice Acha et Puea Hapipi, vainqueur des précédentes éditions. On écoute la réaction du gagnant. Il est interrogé par notre correspondante Marie Curva. J'essaie de gérer derrière le paquet de tête. Voilà, j'ai fait un bon 4 dans le paquet de tête. Au fur et à mesure, j'essaie de revenir petit à petit. Vu qu'on avait 4 tours de B à faire, après ça a duré au moins plus de 2 heures. Il ne fallait pas cramer dès le départ. J'ai géré ma course tout doucement, mais bon, un peu dans le dos, parce que je le voyais partir de temps en temps. C'est pas facile, mais... Le dernier tour, je me suis dit, je vais tout donner, ça passe, ça casse, ça paye. Du côté des vétérans, c'est Henri Teururei qui a remporté l'épreuve. La 4e étape du championnat en V6, cette fois, aura lieu quant à elle dans 3 semaines. Ce championnat est l'unique des Marquises. La pêche sous-marine, un loisir ou une profession qui n'est pas sans danger. Malheureusement, les accidents surviennent bien souvent par une méconnaissance des risques et ils sont souvent fatals. À Mooria, la Fédération tahitienne des sports subaquatiques de compétition a sensibilisé 12 pêcheurs. Comment plonger en toute sécurité? Un stage qui forme aux bons gestes et réflexes qu'il faut avoir pour une pratique sécuritaire. Un reportage de Mélissa Chang sur des images de Patita Savea. Respiration, blocage, respiration, expiration, inspiration. La respiration carrée est une des bases de l'apnée statique. Cette méthode qui allie relaxation et concentration, Teina l'applique lors des concours de pêche sous-marine. De précieux conseils qu'elle partage aux 12 participants au stage d'apnée à Moorea. Le but, c'est d'apprendre à préparer son corps pour pouvoir effectuer des apnées. Donc, cet atelier doit servir pour la pratique de la pêche sous-marine, pour être plus efficace. Donc, on fait des exercices de relaxation et des exercices d'étirement. Des pratiques familières pour Thierry. Pourtant, il a choisi de passer son niveau 2 d'apnée pour acquérir plus de confort lorsqu'il pêche. Il faut être en forme, il faut bien s'étirer. Parce qu'après, quand tu vas, tu fais tes plongées. Après, il faut vraiment que tu sens que tu es bien. Donc, les poumons bien remplis et tout. Voilà. Le risque majeur dans ce sport reste la noyade. En cas de syncope, il faut savoir prodiguer les bons gestes, retirer sa ceinture de plomb ainsi que celle de la victime, maintenir sa bouche fermée et remonter à la surface. Après, insufflation, dans le nez. On a eu beaucoup de morts. Pour nous, voilà, c'est toujours un malheur. Moi, je ne veux pas vivre ça. On sait ramener les victimes. Maintenant, on apprend. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pêcheurs, en fait. Beaucoup de jeunes pêcheurs, maintenant, avec le Facebook, qui veulent le faire comme tout le monde, sans prendre conscience de la sécurité. Pêcher en binôme, avec une bouée. Nous, on va des fois comme ça, mais
C'est pour ça aussi qu'on vient faire ça, pour apprendre les gestes de sécurité. Aucun poisson ne mérite qu'un pêcheur ne perde la vie. C'est sur cette devise que Rahiti Buchin continue d'enseigner depuis 7 ans et de se former également. Nous, actuellement, au niveau de la fédération et de tous les clubs affiliés, on est content parce qu'on a formé plus de 500 personnes depuis le début de nos formations. Et sur toutes ces 500 personnes, toutes sont encore en vie, donc c'est une grande fierté pour nous. L'an prochain, la fédération compte mettre en place un diplôme BPPES mention activité subaquatique pour que les moniteurs montent encore en compétences. Et à noter qu'au mois d'octobre, Hivaoa accueillera l'Océania de pêche sous-marine. La sélection tahitienne tentera de garder le trophée au Fénois face à la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la Nouvelle-Calédonie et Guam. Pour clore cette édition, un clin d'œil, un siècle de vie. Norma Grand-Adam a fêté ses 100 ans ce lundi entourée de ses 4 enfants. Cette dame est née à 22 août 1922 à Pirée d'une mère originaire de Haut et d'un père bordelais. Depuis 2017, elle rythme le quotidien du centre Te Aroha de Paea. La clé de sa longévité est d'avoir été toujours bien entourée, a confié sa fille. C'est aussi tout ce qu'on peut lui souhaiter. Je vous rappelle l'information principale de ce journal. C'était aujourd'hui la rentrée pour les étudiants inscrits en première année à l'Université de la Polynésie sans restrictions sanitaires. Un soulagement pour la direction et l'équipe pédagogique. Sachez aussi que l'UPF ouvrira des nouvelles formations professionnalisantes dès 2024. Après le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, Christophe Plé, ce matin, le président du MEDEF Polynésie, Frédéric Doc, sera l'invité café de votre matinale radio mardi matin. À la une de Tahiti Info, demain, le quotidien titre sur l'électricité, une nouvelle donne dans les îles. Votre programme télé sur la première, de nouveaux épisodes de la série OPJ, suivi du feuilleton à Pambélé. Merci de rester fidèle à votre rendez-vous d'information. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.